Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, comme vous l'avez certainement vu dans le titre, je vais vous parler d'une lecture en particulier aujourd'hui. Et une lecture que je dois beaucoup à Kimi, de Kimi Collection. Je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos parce que c'est une jeune femme qui est vraiment pétillante. J'adore regarder ses vidéos, elle est toujours pleine d'entrain, de bonne humeur, de joie, elle vous communique réellement tout l'amour qu'elle porte à ses livres et à la lecture qu'elle a aimé. Et j'adore regarder ses vidéos, je trouve ça vraiment passionnant et à chaque fois, même si j'ai un petit coup de mou, si je regarde une de ses vidéos, je sais qu'elle va me donner le sourire en fait. Et en suivant ses vidéos, elle n'arrêtait pas de parler d'un certain livre qu'elle avait beaucoup aimé. Et l'histoire m'avait beaucoup intriguée, donc je me suis dit, je vais le mettre dans ma wishlist. Et quand même, à force, elle en parlait dans plusieurs vidéos, et je m'étais dit quand même, il faudrait peut-être que je le sorte de ma wishlist pour qu'il aille dans ma palle, quoi. Et c'est fait, c'est chose faite, j'ai craqué, je l'ai acheté. Je vais vous parler de La dernière Anastasia de Tina Muir. Elle l'a auto-édité par Librinova et sans suspense, j'ai adoré. Alors, on va commencer par le commencement déjà. Ce qui m'avait attiré, c'est vrai en premier lieu, la couverture. La couverture que je trouve toute simple, mais vraiment magnifique. Avec cette femme qui porte une tiare très jolie, et le titre qui me fait évidemment penser au Romanov, avec le prénom Anastasia. À chaque fois que je vois le prénom Anastasia, je ne peux pas m'empêcher de penser au dessin animé du même nom que je trouve vraiment trop beau. Je l'adore, cette ambiance dans la Russie, les chansons qui sont iconiques, la jeune Anya qui est merveilleuse, son petit chien trop mignon, Rasputin, qui est fabuleux. Bref, je pense que vous avez compris, j'ai adoré le dessin animé. Et là, de voir Anastasia avec en dessous, les contes russes ne sont pas des contes de fées. Oh, je me suis dit, oh là là, oh là là, oh là là, ça va parler de la Russie, ça va parler peut-être des Romanov. J'adore la Russie, tous les romans qui traitent de ce pays. Franchement, je suis fascinée par ce pays, son folklore, ses habitants, cette langue très compliquée d'ailleurs en soi avec le cyrillique à lire quand on n'est pas du tout slave. Aïe! Ça c'est compliqué à lire, mais j'aime beaucoup. Et je venais de lire la trilogie de l'hiver de Catherine Arden. Donc c'est L'ours et le rossignol, La jeune fille dans la tour, et j'ai perdu l'autre nom, L'hiver de la sorcière, c'est ça. Les 3 livres qui sont hop, ici derrière moi aux éditions de Noël, qui sont merveilleux. Et donc, pour en revenir à Tina Muir, je voulais vraiment le lire parce que Kimi l'avait adoré. Ça parle de la Russie. Je pense que je ne pouvais qu'aimer. Il y a de la romance, certes, je suis vraiment pas adepte de ce genre, c'est vrai. Mais ça avait l'air d'être mélangé à du fantastique. Et Kimi en a vraiment tellement bien parlé que je me suis laissée tenter. J'ai pu avoir la chance de parler avec Tina Muir, justement, de son livre. Et elle m'avait donné encore plus envie de le lire. Donc finalement, je me suis lancée. Pour ce qui est du résumé, je préfère vous relire celui qui est au dos du livre parce que je suis pas excessivement douée pour en créer des nouveaux et je trouve que ça lui rendrait pas justice. Je trouve que ça rendrait pas justice au livre, donc je préfère vous le lire. En plus, il est très bien écrit et je pense qu'il vous donnera envie de le lire. Il était une fois en Russie, à l'hiver 2018, une jeune femme du nom d'Anna. Son père l'avait emmenée vivre au plus profond de la forêt, dans une maison coupée du reste du monde pour la protéger d'une malédiction de sang pesant sur sa famille depuis des générations. Lorsque toute sa famille fut brutalement assassinée, seule la belle Anna aux cheveux d'or en réchappa, avec l'aide de la plus terrible des marraines, la Baba Yaga en personne. Mais l'aide de la sorcière légendaire n'est jamais gratuite. Pour percer le secret macabre qui a détruit sa famille, remonter la piste des tueurs et satisfaire sa surnaturelle protectrice, Anna devra compter sur le preux chevalier mis sur sa route par la Baba Yaga. De cette rencontre entre Anna et la survivante ivre de chagrin et avide de réponses et le beau Jarvis, aventurier flegmatique dont l'apparente froideur cache une lourde blessure, naîtra un amour de glace et de feu. Mais seront-ils assez forts pour affronter le plus destructeur des secrets et payer son tribut à la Baba Yaga? Franchement, il donne pas envie ce résumé? Moi, il m'a tout de suite donné envie de me plonger dans ce conte russe avec le folklore de la Baba Yaga que j'adore.
D'ailleurs, c'est mon personnage favori dans le livre, je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Cette quête un petit peu mystique qui m'intriguait, parce qu'on ne parle pas du tout de Anastasia ni des Romanov dans le résumé, donc je me suis demandé quel était le rapport entre peut-être Anna, Anastasia, les Romanov, peut-être que cette jeune femme fait partie de cette famille. C'était beaucoup trop intriguant pour que je reste seulement cantonnée au résumé. Et en dessous, il y a encore 3 petites lignes qui vous donnent un petit peu plus une ambiance de ce que vous allez retrouver dans votre lecture. Entre suspense et fantastique, romance et contes russes, des vastes étendues de la taïga aux capitales européennes, une dangereuse cavalcade à la recherche de la vérité et de l'amour. Alors certes, comme je vous avais dit, la romance, c'est pas mon truc. Mais j'ai l'impression que la romance, c'est pas mon truc quand c'est uniquement un roman qui tourne autour de ce thème en fait. Là, la romance est imbriquée dans une histoire, dans une quête un petit peu policière et fantastique. Et j'ai l'impression que ce genre-là, quand c'est de la romance avec autre chose, eh bien ça passe. Et j'aime beaucoup. Et là, c'est ce qui s'est passé. La romance, qui d'habitude, je trouve que c'est, entre guillemets, niais, cliché, téléphoné à 4 km et où je m'ennuie, eh bien là, pas du tout. Alors certes, il y avait le cliché du preux chevalier qui tombe éperdument amoureux de la belle pour la première fois quand il la rencontre. On est d'accord, mais en fait, je trouve que c'est tellement bien imbriqué dans le récit que ça passe. Tout est logique, l'attitude chevaleresque de Jarvis est normale, on va dire. Je vais pas vous spoiler dès la première partie de la vidéo, mais son attitude chevaleresque est logique vu qu'il a été déjà désigné comme chevalier par la Baba Yaga pour protéger Anna. Donc tout est logique, qu'il en soit tombé amoureux. On va dire c'est normal, c'est un chevalier qui protège sa dame, donc c'est plutôt bien amené. Et il y a une seconde romance qui est un petit peu plus en retrait, on va dire, avec des personnages secondaires, mais qui est également, elle, très mignonne, très bien amenée aussi, et pareil, logique avec la tournure de l'histoire, et les éléments qui s'imbriquent peu à peu, finalement. Et le côté fantastique qu'il y a après dans ce livre, j'ai beaucoup apprécié. Parce qu'il y a tout ce côté un petit peu mystique du conte russe, avec la Baba Yaga, avec d'autres folklores comme la Roussalka. J'adore ce personnage d'ailleurs, la Roussalka. On la voit très peu dedans, mais c'est l'un de mes esprits, on va dire, russes favoris, je l'adore. Donc, on la retrouve dès les premières pages en plus, donc j'étais au comble de la joie. Et la Baba Yaga. C'est un mythe que j'apprécie particulièrement. Et dedans, je trouve que la Baba Yaga, eh bien, elle est parfaitement représentée comme il est écrit dans les contes russes et comme on pourrait l'imaginer si cette sorcière existait réellement en fait. Elle est à la fois la grand-mère qu'on a envie d'avoir, qui est surprotectrice, qui est joueuse, qui est un petit peu mystérieuse, et à la fois elle est cette sorcière surnaturelle, crainte par tous, redoutée par son machiavélisme, par les légendes qui tournent autour d'elle, avec sa maison à pattes de poule, son décor fait avec des têtes, avec des crânes humains, sa réputation de manger les enfants. Tout ça fait peur et en même temps attise la curiosité, je trouve. Elle est à la fois mielleuse et enjôleuse, parfois elle est terrifiante, parfois joueuse aussi, quand elle impose des énigmes, et elle a un flegme, toute somme particulier, que je trouve exceptionnel quand elle arrive à lancer une vanne comme ça au milieu d'une phrase sous-entendue avec des menaces. Je trouve ça incroyable. On se demande si elle plaisante, si elle est sérieuse, si la menace n'est pas déguisée comme un avertissement ou une vérité qui va vous arriver. Un excellent personnage avec une dualité du bien et du mal qui se joue constamment en elle, due notamment à la fameuse malédiction dont on parle dans le résumé. Elle est incroyable. C'est le bien et le mal incarnés en une seule et même personne. J'adore ce personnage. Elle est fabuleuse. Mention spéciale pour le petit passage où on la voit avec les habits de la reine d'Angleterre.
un bijou à imaginer, c'était fabuleux, je me suis régalée d'imaginer la Baba Yaga en reine d'Angleterre sur son balai en train de voler. Fabuleux. C'était très rigolo à imaginer, j'ai beaucoup apprécié. Donc oui, la Baba Yaga, comme vous avez pu le constater, c'est un personnage qui m'est très cher, je l'aime beaucoup. Et je pense que à peu près dans toutes les adaptations où je l'ai vue, je l'ai adoré. Mention spéciale pour Keanu Reeves qui joue Baba Yaga dans John Wick. Rien à voir, mais j'adore ce personnage aussi. Je sais pas si c'est le nom qui fait ça, mais j'adore ce personnage. Bref, pour en revenir au livre, on a cet aspect aussi un petit peu enquête policière que j'ai beaucoup aimé, parce que la famille d'Anna a été complètement assassinée, mais on ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Les corps ont disparu, et Anna est la seule rescapée qui ne se souvient de rien. Est-ce qu'elle est amnésique? Est-ce qu'elle a vu quelque chose qu'elle cherche à refouler en elle et qu'elle essaye d'occulter pour oublier ce qui s'est passé? Est-ce que c'est peut-être elle qui joue les amnésiques mais qui a un rôle, voire même qui est la meurtrière de toute sa propre famille? On ne sait pas trop et on va enquêter avec Jarvis et sa petite équipe, son garde du corps Liam et la cuisinière personnelle Joséphine qui est un personnage pétillant, haut en couleur avec un caractère très fort que j'aime beaucoup et qui est donc cuisinière. Et franchement, quand on décrit les plats qu'elle fait à l'intérieur du livre, j'ai envie de tous les manger. Ça a l'air délicieux et c'est un personnage qui est vraiment, même s'il est secondaire, je trouve qu'il est très important et qui passe presque au rôle de personnage principal avec les deux protagonistes principaux, Anna et Jarvis. Franchement, Joséphine et Liam, c'est deux personnages très importants et très bien détaillés aussi, qui s'imbriquent parfaitement dans l'histoire, de manière logique et qui presque complémentent même les deux personnages principaux. Liam, c'est un petit peu le Robin et Jarvis le Batman, vous voyez. C'est vraiment le patron, Jarvis, on sent il est noble, il est anglais, il a plein d'argent à dépenser et il sait l'utiliser plus ou moins à bon escient pour avoir des informations. Il n'hésite pas, il paye s'il a besoin d'une information plutôt que de s'embêter à chercher. Et Liam, il est un peu l'égro. Il est un petit peu là aussi pour canaliser Jarvis avec... qui sait être un petit peu tout feu tout flamme, surtout quand il va s'agir d'Anna derrière. Il est là pour le calmer, il est là pour avoir un petit peu aussi un rôle de comique parfois, remettre un petit peu à sa place Jarvis quelquefois, et réussir à faire sur le ton de l'humour un petit peu anglais, passer certaines vannes, certaines petits pics entre les deux personnages qui font qu'on sent qu'ils se connaissent depuis très longtemps et que leur attitude est parfaitement logique, on dirait presque même des frères en fait. Et on sent que bien en plus que Jarvis, il prend sous son aile Liam et Joséphine, et il a un rôle un petit peu à la fois de père, à la fois de mentor, à la fois un frère pour ces deux personnages. Ils s'aiment, ils font presque même partie d'une même famille en fait. Et quand Anna arrive au milieu de cette famille, eh ben, il est complètement chamboulé, il n'est pas habitué, lui il a l'habitude d'avoir une conquête par soir et des plutôt riches avec des très belles toilettes qui apprécient le luxe, les bijoux, la haute couture. Il a l'habitude du haut monde et quand Anna débarque de sa forêt russe en tant presque que paysanne avec aucune richesse sur elle, ça le chamboule complètement de se dire qu'il ressent quelque chose pour une femme entre guillemets banale, une femme normale qui ne fait pas partie de la haute et dont il n'est pas habitué en fait. Et quand Anna le remet à sa place, qu'elle ne répond pas à ses charmes ou qu'elle est complètement à côté de la plaque quand il lui fait des avances, il n'est pas habitué à tout ça. Lui, il est habitué à ce qu'on lui tombe dans les bras pour soit sa belle gueule, soit sa fortune en fait. Et là, que Anna soit différente, eh bien, ça remet beaucoup de choses en question chez lui. Ça va faire ressurgir un passé qu'il avait préféré oublier, mais comme pour Anna, le passé refait très vite surface et on ne peut pas l'effacer. Et c'est très important, justement, le passé de ces deux personnages est très important pour la compréhension et de l'histoire
et de la fameuse malédiction qui pèse sur Anna et sa famille. C'était très très chouette, surtout j'ai beaucoup aimé également le fait de pouvoir voyager beaucoup dans ce livre. On va passer par la Russie, l'Angleterre, la France, un petit peu l'Allemagne. On va suivre le fil de cette malédiction et de cette enquête policière pour essayer de savoir qui a tué la famille d'Anna et quelle est cette fameuse malédiction dont son père a voulu la protéger depuis sa plus tendre enfance. On va voyager à travers tous ces pays grâce à la fortune de Jarvis, certes, mais aussi grâce à son excellent talent de déduction. On dirait presque un Sherlock Holmes des temps modernes parce qu'il a une capacité cognitive très impressionnante et il arrive à résoudre des trucs improbables en fait. Vraiment un Sherlock Holmes. Et là, encore une fois, Liam peut faire un petit peu l'office de Watson justement. Un espèce de duo comme ça, complémentaire, qui est très apprécié et très utile dans la suite de l'histoire en fait. Sans vous faire trop de spoil, comme vous pouvez vous en douter avec le titre, on va bien parler des Romanov. Et j'étais tellement heureuse qu'on en parle parce que si je suis en partie fan de la Russie, c'est parce que j'adore tout le côté historique et tout le folklore qu'il y a autour de cette grande famille qui sont les Romanov. J'adore. J'adore l'histoire du tsar Nicolas et de sa femme. J'adore le mysticisme qu'il y a autour de Raspoutine et de ces complots qu'il a fait, soi-disant pour asseoir son pouvoir, pour embrouiller l'esprit de Nicolas, pour récupérer le pouvoir de sa femme, pour sortir de là où il en était pour s'élever. J'adore le côté vraiment très mystique des Romanov et très intéressant point de vue historique aussi parce qu'ils ont beaucoup aidé la Russie. Et dedans, le fait qu'on en parle, la Russie plus les Romanov et le côté fantastique de la Baba Yaga, le combo parfait, franchement, tout ça réuni, je ne pouvais qu'adorer. Et franchement, je pense que je pourrais vous en parler des heures, mais des heures où je vais devoir vous spoiler au bout d'un moment, et c'est pas le but parce que le livre est très très riche. Il aborde tant le côté policier que le côté fantastique, que le côté romantique. Il y a énormément de facettes à ce livre que j'ai beaucoup apprécié. Alors certes, le léger, on va dire, tout petit défaut que je peux lui reprocher, mais j'en avais parlé avec l'autrice juste avant, elle m'avait prévenu, c'est qu'il y a quelques fautes d'orthographe ou d'accords ou de frappe en fait. C'est vrai. Alors elle m'avait prévenu qu'il pouvait y en avoir parce que c'est un livre qui est donc auto-édité et que malgré les relectures qu'il y a eu, il pouvait y avoir quelques fautes disséminées de ci de là dans le livre. Alors c'est le cas, oui, je vais pas vous le cacher. Il y a quelques fautes de frappe, on va dire, par exemple, je sais pas, l'une des sœurs s'appelle Teresa sans H, mais parfois on va retrouver le H, il y a peut-être quelques fautes d'accord ou d'orthographe, mais honnêtement, j'avais presque un peu pris peur quand elle m'a dit attention du risque d'avoir des fautes, j'espère qu'elles vont pas entacher le plaisir de ta lecture. Je m'étais presque dit mon Dieu, si elle me dit ça, c'est le livre doit être bourré de fautes. J'ai peur de buter sur chaque mot et vraiment que ma lecture soit freinée et de pas pouvoir en profiter. Mais en fait, pas du tout. Oui, il y a quelques fautes, mais c'est pas, on va dire, j'ai envie de dire, c'est pas flagrant. On les voit, certes, mais j'ai pas buté dessus, comme par exemple, j'avais buté sur les fautes qu'il y avait dans Disgrace de Brittany C. Cherry. Lui, Disgrace, par comparaison avec la dernière Anastasia, lui, il a eu des relecteurs et il a eu une maison d'édition qui a validé les fautes avant de l'envoyer quand même. Et il y en avait beaucoup. Beaucoup et des très importantes. Que là, à la rigueur, c'est pas des fautes énormissimes de je suis allé ER, vous voyez. C'est pas des fautes à ce stade-là. Il y a quelques petites coquilles qui sont disséminées de ci, de là, mais elles n'entachent pas du tout la lecture, je trouve. Au contraire, comme je vous disais, j'avais vraiment pris peur quand elle m'a dit ça, de me dire il y en a une flopée. Et en fait, non, il y en a très très peu. Et franchement, ça n'a pas du tout entaché la fluidité de ma lecture. Là, j'étais tellement bercée et portée par la plume de Tina que je dirais pas que je les ne voyais pas, mais en fait, je n'y portais pas attention. On les voit, mais elles glissent. Elles glissent et elles se laissent porter par le courant de la lecture.
Et on les oublie aussi vite qu'est-ce qu'on les a vus arriver en fait. Donc non, quelques fautes, mais franchement rien de bien méchant sur les 500 et quelques pages que fait le livre. Donc je ne peux que vous le recommander à 300% comme l'a fait Kimi avant moi. C'est un livre franchement qui mérite qu'on en parle parce que la plume de Tina a un petit quelque chose de particulier qui vous embarque dès les premières pages dans son univers. C'est très beau, elle sait à la perfection manier le fantastique, le policier et la romance. Elle sait créer une ambiance particulière, elle sait ne pas tomber dans le cliché tout en restant dans un côté classique, un petit peu de la romance, mine de rien. Elle sait vous embarquer dans un côté un petit peu mystique, fantastique de tous ces contes russes qu'elle arrive à la perfection à intégrer à l'époque actuelle, à notre époque actuelle, vu que ça se passe en 2018. Elle arrive à conjuguer les deux, le rationnel de maintenant, en fait, avec le fantastique de l'époque des contes russes. C'est très joliment fait, c'est très intelligemment écrit, avec des parties rapides, punchy, avec des courses-poursuites, avec des interrogations, avec cette malédiction qui est toujours présente et qui pèse à la fois sur les protagonistes mais sur le lecteur qui veut savoir quelle est cette malédiction, pourquoi elle est là, pourquoi elle pèse sur cette pauvre famille et qu'est-ce qui va leur arriver. Est-ce que la malédiction va pouvoir être levée ou elle va s'abattre sur les têtes des héros. C'est haletant, impossible à lâcher. Franchement, j'ai adoré le lire de bout en bout. Et je vous le recommande et j'espère qu'il vous plaira. Et que si jamais il vous plaît, j'espère que vous en parlerez autour de vous, sur toutes les plateformes que vous pouvez, parce que ce livre, il mérite d'être repéré par une maison d'édition et d'être édité dans une maison d'édition. Donc j'espère que beaucoup de gens vont découvrir La dernière Anastasia de Tina Muir et vont découvrir peut-être aussi également d'autres livres qu'elle a fait. Elle est vraiment beaucoup plus axée romance dans ses autres livres, que je n'ai pas encore lus. Moi, c'était vraiment La dernière Anastasia qui m'intéressait. Et comme je vous disais, si c'est de la romance pure, j'ai peur de ne pas aimer. J'ai peur de ne pas aimer et d'entacher vraiment la joie que j'ai eue de pouvoir lire celui-ci. Celui-ci est vraiment exceptionnel, je vous le recommande à 300%. N'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un tour sur les réseaux sociaux de Tina Muir, où elle va vous présenter tout ce qu'elle a écrit. Et n'hésitez pas franchement à lire celui-ci. En plus, moi je l'ai lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, mais franchement, avec les contrées froides de la Russie, la neige, le côté mystique comme ça des contes russes de la sorcière et tout, je trouve qu'il serait parfait comme lecture pour Noël et le futur Cold Winter Challenge qui va arriver incessamment sous peu. Franchement, c'est une lecture parfaite pour l'hiver, je trouve, parce qu'il fait tellement froid dans les contrées russes de ce livre que le lire au coin du feu, il n'y a rien de meilleur, franchement. Donc une fois de plus, je vous le recommande. Je vais clôturer ici cette lecture en vous recommandant une ultime fois de vous le procurer. Et je pense que vous allez passer un agréable moment de lecture. Tout du moins, j'espère que vous en passerez un aussi agréable que moi quand je l'ai lu. C'est une très très jolie découverte avec une magnifique couverture, en plus tout en soft touch. J'adore les livres en soft touch, je trouve que ça fait une finition toute particulière au livre. Certes, ça laisse un peu plus de traces de doigts qu'une couverture brillante, mais le rendu, le fini est tellement plus joli. Donc laissez-vous tenter par La dernière Anastasia de Tina Muir. Franchement, une très jolie découverte. Encore merci à Kimi de Kimi Collection de me l'avoir fait découvrir. C'était une excellente lecture que j'ai passée. Et si vous découvrez ce roman, j'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu. Et si jamais vous le connaissez déjà, n'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour discuter avec moi de ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous laisse sur les belles images de cette couverture en vous le souhaitant une excellente lecture. Et je vous dis à la prochaine sur les lectures de Pipin. Allez, ciao!